La pluie battait fort contre les fenêtres de mon appartement à Nantes, la percussion régulière d'une tempête qui semblait plus vieille que les nuages au-dessus de la baie. J'étais assise sur le canapé, mon ordinateur portable encore ouvert à côté de moi, essayant de terminer une proposition qui refusait de prendre forme. Mon téléphone a vibré une fois, un son sec dans le silence, un nouveau mémo vocal. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à entendre un message d'un client ou peut-être un rappel que je m'étais enregistré. À la place, la voix de Julien a rempli la pièce. Maman, j'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé. Chloé n'est tout simplement pas fiable. Elle est instable, négligente. Si nous voulons nous assurer que la maison et les comptes sont en sécurité, tu dois tout me transférer. Je m'en occuperai. Elle n'a pas le jugement nécessaire pour ça. Les mots sont tombés comme des coups, chacun resserrant le nœud dans mon estomac. 27 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour anéantir des décennies d'efforts pour maintenir la paix. Je suis resté figé, fixant mon propre reflet dans la vitre sombre de la fenêtre, mon visage pâle et méconnaissable. Il n'avait pas l'intention que je l'entende. Il pensait chuchoter en toute sécurité à notre mère, façonnant son opinion sur moi une fois de plus. Ce n'était plus seulement de la rivalité. Ce n'était pas la querelle familiale habituelle faite de fierté et de reproches. C'était un plan, délibéré et précis, conçu pour m'exclure de l'histoire de ma propre famille. Le mémo s'est terminé par le clic creux du silence, me laissant seul avec une vérité qui ne pourrait jamais être effacée. J'ai sauvegardé le fichier, posé le téléphone sur la table à côté de moi et me suis adossé, sachant déjà que demain, je ne me réveillerai pas la même. Au matin, la tempête extérieure s'était calmée en une bruine, mais dans ma poitrine, le poids du mémo vocal de Julien pesait plus lourd que les nuages. Il me ramenait des années en arrière, des années qui m'avaient tranquillement préparé à ce moment. Vannes, Bretagne. Notre enfance s'est déroulée dans des rues bordées d'arbres où tout le monde semblait connaître le nom de mon frère. Julien était le capitaine de l'équipe de rugby, le garçon que les professeurs louaient pour son charme même lorsque ses devoirs étaient en retard. J'étais celle qui avait des notes parfaites, la fille qui s'asseyait à la bibliothèque pendant le déjeuner. Les gens se souvenaient des essais de Julien, pas de mes bourses d'études. Maman nous adorait tous les deux, mais la fierté dans sa voix était toujours plus forte quand elle parlait de lui. Julien est un leader, disait-elle lors des réunions parents-professeurs. À mon sujet, elle souriait doucement et ajoutait, Chloé est fiable. Cela n'a jamais été destiné à blesser, mais cela traçait une ligne invisible entre le génie et l'arrière-plan. Ce schéma nous a suivis à l'âge adulte. Lorsque les impôts fonciers de la vieille maison de maman près de la rue principale étaient dus, c'est moi qui étais au téléphone avec le centre des impôts, réglant les frais de retard, remplissant les documents. Pourtant, à la Toussaint, Julien levait son verre et annonçait, « Ne vous inquiétez pas, j'ai encore payé les impôts cette année. » Les yeux de maman brillaient, et je restais silencieuse. Il avait perfectionné ce rythme, des éloges publics pour me garder docile, des chuchotements privés pour me faire passer pour fragile. Lors des dîners de famille, il se penchait près de maman et murmurait juste assez fort pour que je l'entende, « Chloé travaille trop. Elle oublie des choses. Son stress m'inquiète. » Je mâchais ma nourriture lentement, prétendant que cela n'avait pas d'importance, prétendant que les mots ne rongeaient pas les bords de ma place dans la famille. Maintenant, avec le mémo qui résonnait encore, je comprenais que ces années avaient été des répétitions. Les humiliations que j'avais laissées passer avaient construit les fondations de cette dernière trahison. Julien écrivait le scénario familial depuis des décennies, et j'avais joué le rôle qu'il m'avait assigné sans protester. Mais assise dans mon appartement de Nantes avec la preuve sauvegardée sur mon téléphone, je savais que le scénario était en train de changer, et cette fois, je ne réciterais pas ses répliques. Plus je vieillissais, plus il était facile de confondre les paroles de Julien avec la vérité. Elles arrivaient déguisées en inquiétude, mais en dessous, elles portaient le dard du jugement. Il jetait un coup d'œil à mes sacs de courses quand je passais chez maman et secouait la tête. « As-tu vraiment besoin de dépenser autant en produits frais, Chloé ? La moitié va pourrir avant que tu ne l'utilises. » Quand je lui rappelais que la plupart étaient pour les repas de maman, il soupirait comme si c'était moi qui gaspillais de l'argent, et non celle qui prenait soin de sa santé. Au début, j'ai laissé les commentaires glisser, mais ils se sont vite multipliés. Il critiquait les heures que je passais avec mes clients consultants, laissant entendre que je ne travaillais pas assez pour contribuer, puis, dans la même phrase, suggérant que j'étais trop carriériste pour être attentive à maman. Quand les ordonnances de celle-ci ont dû être ajustées, il lui a dit que j'avais été négligente en manquant les premiers signes avant-coureurs.
Les bleus qu'il laissait n'étaient pas sur ma peau, mais dans l'espace rétrécissant que j'occupais dans mes propres choix. Je me suis retrouvé à vérifier chaque reçu, à relire chaque note médicale, à répéter des explications avant de parler. Puis les chiffres ont commencé à parler plus fort que ces mots. Un soir, en examinant les relevés bancaires de maman, j'ai remarqué un retrait récurrent libellé uniquement avec une société à responsabilité limitée, la société à responsabilité limitée de Julien. Petit au début, 100 € par-ci, 200 € par-là, mais constant, comme un siphon. Je les ai retracés sur 6 mois, près de 5 000 € au total. Quand je lui ai demandé, il a ri doucement, comme si je m'étais trompé. « Chloé, tu as mal lu les relevés. Ce sont des remboursements pour des dépenses que j'ai couvertes. Tu ne comprendrais pas. C'est compliqué. » Il a penché la tête comme il le faisait toujours, d'un air condescendant et raffiné. Et pendant un instant, je l'ai presque cru, mais le creux dans mon estomac disait le contraire. Je ne pouvais pas me résoudre à le montrer à maman, pas encore. La pensée de briser sa confiance en son fils semblait insupportable. Pourtant, je savais que le silence faisait de moi sa complice. J'ai plié les relevés dans un dossier et les glissé dans le tiroir de mon bureau, les bords me coupant la paume comme pour me rappeler que la vérité était tranchante et attendait, que je veuille la tenir ou non. Le sommeil n'est jamais venu après le mémo. Je suis resté allongé sur le canapé jusqu'à ce que le ciel commence à grisonner, la tempête extérieure apaisée, mais la tempête intérieure ne faisant que commencer. À 5h30, je me suis levé, j'ai enfilé un pull et je me suis déplacé avec le silence de quelqu'un qui s'introduit dans sa propre vie. Le dossier avec les relevés bancaires attendait dans mon bureau. J'ai ajouté de nouvelles pages, des copies de factures de services publics, de factures, tout ce qui liait les finances de maman au prétendu remboursement de Julien. J'ai pris des photographies de chaque page, les téléchargeant sur un disque crypté que j'avais mis en place des années auparavant pour des projets de travail. Cette fois, les enjeux étaient bien plus lourds que n'importe quelle campagne de clients. Plus tard ce matin-là, chez maman, je me suis déplacé avec précaution dans son bureau alors qu'elle dormait encore à l'étage. Des documents juridiques tapissaient l'armoire, l'acte de propriété de Van, les polices d'assurance, ses modestes relevés de pension. Je les ai étalés sur le bureau, j'ai pris des photos avec mon téléphone, puis j'ai remis chaque feuille exactement comme je l'avais trouvé. L'acte semblait à la fois protecteur et invasif, mais je me suis rappelé que la négligence serait pire. De retour à Nantes cet après-midi-là, j'ai passé en revue l'historique de ma messagerie vocale, sauvegardant chaque message que Julien m'avait laissé au cours de l'année écoulée, ceux où il semblait charmant, proposant de s'occuper des choses, et ceux où son ton baissait, devenant sec et froid. Chaque fichier est allé dans un dossier intitulé simplement « Preuve ». La dernière étape était physique. J'ai conduit jusqu'à Vannes et j'ai loué une boîte postale au bureau de poste à 2 rue de l'église où maman chantait encore dans la chorale. Désormais, tout ce qui était important, facture médicale, correspondance bancaire, passerait d'abord par moi. Fini les relevés qui disparaissent. Fini les excuses. Debout sur le parking, la clé à la main, j'ai senti l'air matinal piquant dans mes poumons. Partir à l'aube n'avait pas été une fuite. Il s'agissait de cartographier le champ de bataille avant même que Julien ne se rende compte qu'il y avait un combat. Je suis retourné vers Nantes alors que le soleil grimpait au-dessus de la côte, une lumière pâle se répandant sur l'eau, et je savais que ce qui avait commencé comme 27 secondes de trahison était déjà en train de réécrire chaque heure qui suivrait. Le dossier s'épaississait de jour en jour, mais des preuves sans orientation ne sont que du désordre. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse les transformer en quelque chose d'indéniable. Cela m'a conduite à un bureau en briques près de la place Royale à Nantes, où un avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées nommé Maître Thomas Dubois a accepté de me voir à court préavis. Il a écouté attentivement pendant que j'exposais le mémo, les retraits, la piste papier. Quand j'ai fait glisser les copies sur son bureau, son expression s'est durcie, bien que son ton soit resté mesuré. Il a expliqué le devoir fiduciaire en termes simples, toute personne gérant les finances d'un parent doit agir dans le meilleur intérêt de ce dernier, et toute déviation, en particulier l'enrichissement personnel, pourrait être qualifiée d'exploitation financière. La tutelle, a-t-il ajouté, n'était nécessaire que si un tribunal jugeait un parent incapable. Mais dans notre cas, le danger n'était pas l'incapacité. C'était la confiance mal placée dans le mauvais enfant. Je suis parti avec une liste de ce qu'il fallait rassembler, des dates claires, des relevés bancaires correspondants, des registres des signatures de Julien, tout témoignage de personnes ayant constaté des irrégularités. Cet après-midi-là, j'ai commencé à passer des appels. L'infirmière à domicile de maman,
qui gérait ses ordonnances, se souvenait que Julien avait insisté pour payer en espèces des médicaments déjà couverts par l'assurance. Elle a accepté de rédiger une déclaration. La trésorière de l'église, une femme discrète nommée Martine, m'a dit qu'elle avait interrogé Julien sur d'importants dons retirés du compte de maman, mais qu'il l'avait repoussé. Elle était prête à documenter les échanges. La dernière étape était la banque elle-même. Chez Crédit de l'Ouest, je me suis assise en face d'un directeur d'agence qui connaissait notre famille depuis des années. Quand j'ai mentionné la société à responsabilité limitée de Julien, ses sourcils se sont levés. Il a consulté les historiques de compte, a confirmé les prélèvements automatiques et a imprimé discrètement les registres avec des tampons officiels. Le soir, ma table de salle à manger était couverte de piles de preuves, chaque page une brique de plus dans un mur que Julien ne pourrait pas contourner par des paroles. Pendant des années, j'avais absorbé ces mots en silence. Mais maintenant, je tenais quelque chose de plus solide que la colère. J'avais des reçus, et il parlerait pour moi là où ma seule voix n'avait jamais suffi. J'ai rassemblé les papiers dans un classeur, j'ai fermé la couverture et j'ai su qu'il était temps de porter la vérité directement entre les mains de notre mère. J'ai suggéré un week-end, juste nous deux, sous prétexte que maman avait besoin de changer d'air. Concarneau était calme au début du printemps, les boutiques du front de mer n'étaient pas encore bondées, l'air marin piquant de sel. Nous avons loué un petit cottage surplombant l'eau, et le premier jour, je l'ai laissé en profiter. Nous avons cuisiné une côteriade ensemble, nous nous sommes promenés le long des quais et avons regardé les mouettes tournoyer au-dessus des bateaux de pêche. J'ai attendu le deuxième soir, lorsque le feu s'était affaibli et que ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux, avant de prendre mon téléphone. « Maman, dis-je doucement. Il y a quelque chose que tu dois entendre. » J'ai appuyé sur lecture. La voix de Julien a rempli la pièce, désinvolte et confiante. Chloé n'est tout simplement pas fiable. Elle est instable, négligente. Tu dois tout me transférer. Elle n'a pas le jugement nécessaire pour ça. Quand cela s'est terminé, le silence s'est installé, plus lourd que la marée au dehors. Maman a cligné des yeux, ses lèvres se resserrant. Finalement, elle a dit, il a de bonnes intentions. Tu sais comment il exagère quand il est inquiet. J'ai fait glisser le classeur sur la table, page après page, des relevés, des signatures, des notes de l'infirmière, des registres de la banque. Ce n'est pas de l'exagération, dis-je. C'est ce qu'il a fait. Elle a tourné les pages slowly, les épaules raides. Pour chaque date que je nommais, elle cherchait dans mes yeux, espérant y trouver de l'incertitude, mais je ne lui en ai donné aucune. Le poids des documents a fait ce que mes seules paroles n'auraient jamais pu faire. Son visage s'est adouci, mais pas envers moi. C'était du chagrin, pas de la colère. C'est mon fils, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je ne peux pas simplement le rejeter. Je ne te demande pas de le renier, dis-je. Je te demande de voir la vérité. Elle a fermé le classeur, posant sa paume sur la couverture comme si c'était du verre fragile. Après une longue pause, elle a rencontré mon regard. J'ai besoin de temps. Ce n'était pas la victoire que je voulais, mais c'était une brèche dans le mur que Julien avait construit. Pour la première fois, maman avait entendu ses paroles sans son sourire pour les déguiser, et le silence qui a suivi ressemblait au début d'un règlement de compte. J'ai laissé le feu s'affaiblir, sachant tout de même que la prochaine décision ne serait pas seulement la mienne. L'invitation est venue de maman, pas de Julien, ce qui m'en disait assez. Il avait organisé un brunch à Nantes, choisissant un restaurant au bord de l'eau où la moitié de la famille pourrait se réunir sous prétexte de célébration. Quand je suis arrivé, Julien était déjà assis à côté de maman, son bras négligemment drapé sur le dossier de sa chaise, son sourire assez large pour convaincre n'importe qui qu'il n'avait rien à cacher. La première demi-heure fut du théâtre. Il a commandé pour elle, a plaisanté sur mes nuits tardives et mes délais, puis a pris une voix sérieuse. « Je m'inquiète pour Chloé », a-t-il dit, jetant un coup d'œil à maman mais s'adressant à toute la table. Elle a été surmenée, un peu paranoïaque dernièrement. Elle pense qu'il y a des problèmes avec les comptes de maman, mais c'est juste le stress. Maman ne l'a pas contredit. Elle était assise avec son café, hochant faiblement la tête, les yeux baissés. Pendant un instant, j'ai senti le sol basculer sous mes pieds. Ces mots étaient assez doucereux pour effacer le week-end à Concarneau, assez doucereux pour me faire douter que le classeur et le mémo comptaient encore. Mais j'étais venu préparé. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti des lettres notariées du Crédit de l'Ouest, chacune estampillée de sceaux officiels. Ensuite,
j'ai produit une feuille d'horodatage enregistrée montrant que les retraits de Julien correspondaient aux dates où il avait dit à maman qu'il payait des dépenses en son nom. Je les ai posés sur la table en silence. Nos cousins se sont penchés, tante Isabelle ajustant ses lunettes pour lire. Maman avait l'air accablée, déchirée entre nous. La voix de Julien s'est élevée, aiguë, brisant le vernis. C'est de la manipulation. Chloé a toujours été jalouse. Elle ne comprend pas la vraie responsabilité. Sa main a frappé la table, faisant cliqueter les couverts. Personne ne s'est précipité pour l'apaiser. Ils ont simplement regardé, le masque poli glissant devant les témoins même qu'il avait invités. J'ai remis les lettres dans mon sac, mon rythme cardiaque régulier. Pour la première fois, la pièce ne se pliait pas à sa version de l'histoire. Elle se pliait à la vérité, et le poids du silence ne m'appartenait plus. Les retombées de ce brunch se sont propagées plus vite que prévu. En une semaine, le Crédit de l'Ouest a gelé les transferts liés à la société à responsabilité limitée de Julien, citant une « activité irrégulière en attente d'examen ». Les chiffres qui sortaient autrefois discrètement du compte de maman étaient désormais sous un microscope, chaque retrait un signal d'alarme. Maître Dubois, l'avocat, a agi rapidement. Il a demandé une expertise comptable d'urgence, sollicitant une ordonnance du tribunal qui forcerait Julien à produire des registres sur la façon dont il avait géré les fonds de maman. C'est la première étape, m'a dit Maître Dubois, mais c'est assez pour lui donner des sueurs froides. Pendant ce temps, la trésorière de l'église a pris contact. Martine a dit que le conseil avait décidé de suspendre le fonds de charité proposé par Julien jusqu'à ce qu'il puisse vérifier l'origine des contributions. C'était un choix de mots prudent, mais j'ai entendu la vérité sous-jacente, il ne lui faisait plus confiance. Julien n'est pas resté silencieux. Il appelait tard dans la nuit, toujours après minuit, sa voix basse et tendue de fureur. Tu ne sais pas ce que tu as commencé, Chloé. Tu penses l'aider? Tu es en train de tout gâcher. Je l'ai laissé parler, j'ai laissé le venin se déverser à travers la ligne, et j'ai gardé mon téléphone en mode enregistrement sur la table à côté de moi. Chaque menace, chaque accès de colère, est devenu un autre fichier intitulé « Preuve ». Je n'ai pas répondu à ces accusations. Le silence était plus fort que n'importe quel argument, et cela le déstabilisait plus que mes paroles n'auraient jamais pu le faire. Au troisième appel, son ton est passé de la colère à la supplication, mais j'ai continué à enregistrer, et j'ai gardé mes distances. Maman a également senti le changement, bien qu'elle n'en ait pas parlé ouvertement. Elle restait plus longtemps au téléphone avec moi, posait des questions prudentes, voulait être rassurée. Le doute qu'il avait tenu silencieux au brunch commençait à se fissurer, remplacé par quelque chose de plus lourd, la reconnaissance. J'ai rangé les derniers enregistrements à côté des lettres de la banque, le classeur s'alourdissant de jour en jour, et je savais que le poids serait bientôt trop lourd à porter pour Julien. La décision est venue tranquillement, sans cérémonie. Maman était assise en face de moi dans la salle de conférence d'un cabinet d'avocats de Vannes, ses mains jointes sur ses genoux pendant que le fiduciaire lisait les termes. Chaque actif, sa maison, ses comptes, la modeste pension qu'elle avait gardée depuis la mort de mon père était placée dans une fiducie de son vivant supervisée par 2 avocats indépendants. Le nom de Julien a disparu des documents comme s'il n'y avait jamais été. À partir de ce moment, rien ne pouvait bouger sans une double surveillance. Quand le stylo a quitté sa main, maman a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Elle paraissait plus âgée et plus légère à la fois. Plus tard cet après-midi-là, de retour à la maison, elle m'a emmené dans son bureau. Sans parler, elle a ouvert le tiroir du bureau et en a sorti une clé en laiton sur un petit anneau. Elle l'a pressée dans ma paume. C'est pour l'armoire, a-t-elle dit doucement. Tout ce qui est important est à l'intérieur. Je veux que tu l'aies. Le poids de cette clé était plus profond que n'importe quelle signature. Ce n'était pas seulement un accès. C'était la confiance, enfin donnée sans condition. Julien est arrivé peu après, claquant la porte assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. Quand maman lui a parlé de la fiducie, son visage est devenu rouge, sa voix s'élevant dans un torrent d'accusations. Il s'est tourné vers nos tantes et cousins pour obtenir du soutien, mais personne n'a bougé. Leur silence était différent cette fois. Ce n'était pas de la peur, c'était un refus. Il est sorti en trombe, le son de la porte résonnant dans le couloir. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie petite dans son sillage. Je suis resté dans le bureau de maman, la clé chaude dans ma main, sachant que le terrain avait changé pour de bon. Ce qui restait maintenant n'était pas seulement la protection,
mais la carte pour l'avenir, la vie que je devrais choisir pour moi-même. Des mois plus tard, le rythme de ma vie ne portait plus le poids d'une défense constante. J'ai signé le bail d'un modeste appartement près de la baie de Bourgneuf, ses fenêtres s'ouvrant sur le port où la marée montait et descendait sans la permission de personne. C'était le mien, payé avec mes propres revenus, intouché par l'influence de Julien ou les comptes de maman. Pour la première fois, les murs qui m'entouraient m'appartenaient entièrement. J'ai gardé la clé en laiton sur un crochet près de la porte, non pas parce que j'en avais besoin pour y accéder, mais parce qu'elle me rappelait le moment où la confiance était passée entre mes mains. Maman vivait toujours dans la vieille maison, ses soins étant désormais supervisés avec des limites claires. Nos conversations s'étaient adoucies. Nous parlions moins de Julien et plus de recettes, du jardin et de la chorale qu'elle avait réintégrée. Elle ne me demandait plus de porter ses soucis en silence. De cette lutte, quelque chose d'inattendu a grandi. Avec l'aide de la trésorière de l'église et de l'aide juridique, j'ai créé un petit fonds communautaire pour les aidants, conçu pour couvrir le transport, les manques de prescription et les heures de répit pour ceux qui s'occupent de parents vieillissants. Les dons étaient modestes, mais chacun portait la promesse que d'autres ne se sentiraient pas aussi acculés que je l'avais été. Parfois, lorsque je me promène le long de la baie au petit matin, je repense à cette première où je copiais des documents dans le noir. Je sais maintenant que ce n'était pas une fuite, mais une ligne tracée sur une carte. Chaque pas depuis a été un point relié au suivant, formant un itinéraire que personne d'autre ne pourrait revendiquer. Je ne suis pas parti pour m'enfuir. Je suis parti pour écrire le plan à l'encre, afin qu'il ne puisse plus jamais être effacé.